April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch. Aujourd'hui, on part sur un tout nouveau thème proposé par Al236, les globes oculaires. Lorsqu'on m'a proposé ce thème, j'ai tout de suite pensé au final d'Hostel avec ce globe qui se fait la malle ou encore à cet œil de verre que Benedict change tout au long de Last Action Heroes. Mais aussi à ces séquences qui m'ont mise dans un profond inconfort avec celle du zombie de Lucio Fulci, en passant par Destination Finale 5. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un film encore trop méconnu. Un film qui n'a pas pris une ride, le Angoisse de Bigas Luna sorti en 87. Avec son long métrage, Bigas Luna signe son premier essai dans le genre de l'horreur, à travers une œuvre atypique et surréaliste. Angoisse porte bien son nom, alors qu'il nous embarque dans le quotidien toxique d'Alice et de son fils John, mais aussi au cœur de la relation de dépendance qu'ils entretiennent. Alice passe le plus clair de son temps dans leur étrange demeure tandis que John est ophtalmologue. C'est un vieux garçon timide complètement fasciné par les yeux de par son métier, mais aussi et surtout car il perd progressivement la vue et ce dû à son diabète. Ainsi, les plans rapprochés sur les globes oculaires sous formol s'enchaîneront, de même que des scènes d'opération ou encore des scènes illustrant John appliquant des lentilles sur une patiente des plus insupportables. Bigas Luna joue avec nos sens. Il veut faire vivre l'inconfort de ses protagonistes aux spectateurs, et tente par de nombreuses expérimentations de nourrir le malaise, de par la mise en scène, le sound design ou encore des formes abstraites récurrentes. Très vite, le spectateur comprendra que John est sous l'emprise de sa mère, Alice Pressman. Une emprise qui n'est pas psychologique mais qui s'illustre par l'hypnose. Elle entretiendra ainsi le lien indéfectible entre eux alors qu'elle sera capable d'entendre les pensées de John. Alice aime son fils mais elle est incapable de lui laisser une once de liberté et choisit de l'hypnotiser pour garder le contrôle sur sa vie. Ici, la première scène d'hypnose ne sera pas sans rappeler celle de Get Out, tandis que John tient sa tasse sans être conscient qu'Alice l'hypnotise. Imprègne-toi bien de ce nouveau flux vital, c'est lui qui va te rendre fort. Imprègne-toi bien de ce nouveau flux vital, c'est lui qui va te rendre fort. Bigas Luna offre une œuvre non conventionnelle, à la mise en scène complètement surréaliste, presque à la limite de l'expérimental, et ce en multipliant les cercles, les symboles, mais aussi les jeux de mise en abîme. Tout comme le cercle hypnotisant de la mère castratrice de John, le film s'articule comme un cercle infernal, qui n'a de cesse que de torturer le spectateur. Angoisse est mystérieux, et à la manière d'un casse-tête, il jouera avec vos nerfs et ne se dévoilera pas en un instant. Tel est pris qu'il croyait prendre, alors que le spectateur pense avoir cerné le long métrage. Et visionner un énième émule de psychose, il n'en est rien. Vous venez juste de tomber dans le piège de Bigas Luna. Lors de mon premier visionnage, c'est une véritable claque qui m'a percutée, tandis que je plongeais dans l'univers angoissant et labyrinthique d'Angoisse. Je n'avais rien lu et vu sur le film et je vous conseille de faire de même. Il faut garder la surprise. Et c'est là que je vais commencer à spoiler. Pour ceux et celles qui veulent fuir, c'est le moment. À la manière de Norman Bates ou encore d'Ed Gein, John souffre de sa relation avec Alice, sa mère, une mère qui ne lui laisse aucun libre arbitre. Elle ira même jusqu'à l'utiliser afin de commettre des actes horribles, lui octroyant une rage sans faille qui s'illustrera par la violence et la mort, tandis qu'il extraira des globes oculaires durant l'intégralité du long métrage. Le ton est donné, Angoisse évoluera dans un bain de sang. Jalousie. Vous allez tous payer pour ça. Désormais, John ira vous prendre vos yeux. Un bain de sang magnifié par de très beaux effets spéciaux au passage. Le film a par ailleurs obtenu le Goya des meilleurs effets spéciaux. Ainsi, sous l'influence de Psychose, Bigas Luna dépeint une relation mère-fils des plus malsaines. John n'est que le prolongement d'Alice et il n'a pas d'existence propre. Cette mère ne sort jamais de sa demeure, la cage, le cocon, mais agit par le biais de son fils. Et si elle est définie comme un personnage de second plan, c'est elle qui possède tout le pouvoir sur ce qui se trame dans Angoisse. Cette spirale qui obsède Alice, c'est avant tout le cycle de la vie, mais aussi la figure de l'escargot qu'elle met en avant à plusieurs reprises. À l'image du cercle de la vie, John tient sa force de la spirale que sa mère utilise grâce à ses aptitudes. Maman va ouvrir la porte. Regarde bien l'œil. Laisse-toi aller, mon bébé. Respire profondément. Bigas Luna utilise une thématique récurrente dans le cinéma de genre afin de laisser libre cours à ses expérimentations, sur le fond mais aussi sur la forme, tandis qu'il brise totalement le procédé narratif habituel. Mais aussi par des jeux de plans expérimentaux, le tout pour mieux hypnotiser le spectateur. Une expérimentation qui ne se fait jamais au profit du rythme du long métrage. Ici, Bigas Luna expérimente le rapport entre l'objet de cinéma et son spectateur. Il veut faire interagir le spectateur et l'écran, qu'il s'identifie, mais aussi que l'écran l'envahisse totalement. Angoisse est né d'un concept élaboré par un ami philosophe du réalisateur, autour
autour du film Fenêtre sur cour. Selon lui, le long métrage d'Hitchcock met en place une mise en abîme, avec un film dans un film tandis que le spectateur s'identifie au personnage principal, qui lui-même s'identifie au personnage qu'il observe par sa fenêtre. Ainsi, c'est à partir de cette idée de mise en abîme multiple que Angoisse a vu le jour. Pour ce faire, Bigas Luna développe son long métrage en 3 actes, qui formeront un tout dans un final des plus improbables. Dans un premier temps, c'est John et sa soif de meurtre qui seront mis en avant, du moins le mode opératoire de cette mère qui tue à travers son fils. Suite à un premier meurtre, l'image sera changeante, presque floue, le son sera quant à lui moins bon. Un problème de pellicule peut-être ? Non, c'est ici que Bigas Luna opère un réel tour de force, car John et sa mère Alice n'existent pas vraiment, mais sont en fait les protagonistes d'une fiction qui se joue à l'instant, sous les yeux des spectateurs. La caméra se détache de John et soudain un écran de projection se dévoile. John et sa mère jouaient seulement le premier acte d'une expérimentation qui vient de débuter. Passé cette scène, le spectateur comprendra alors qu'il ne peut pas vraiment se fier à l'image et à ses yeux. S'ensuit un deuxième acte qui s'illustre dans la salle de cinéma, pendant que les mésaventures de John continuent à l'écran. L'image change et le spectateur est plongé dans une mise en abîme face à un public qui découvre avec effroi le crime de John. Ici, Bigas Luna cherche à nous terrifier en agençant 2 espaces-temps pour les faire fonctionner dans une étrange cohésion. Angoisse terrifie de par le suspense qu'il instaure, mais aussi par l'anticipation d'un drame à venir. Et plus le spectateur avancera dans le visionnage, plus la frontière entre la réalité et la fiction s'aménuseront. Car si John et les spectateurs semblent évoluer dans 2 espaces-temps différents, le spectateur n'aura de cesse que de ressentir la présence de ce dernier dans le long métrage. Et ce grâce à l'alternance entre les plans, mais aussi le jeu sur le son et les dialogues qui continuent en parallèle du film. De plus, c'est une réelle psychose qui se met en place car les spectateurs sembleront avoir mal aux yeux ou encore être sous l'emprise du pouvoir de la mère. Le film n'est plus seulement un film, mais un objet qui créera la démence chez son public. Tout ce que je veux, c'est rester ici. Je dois attendre maman. Angoisse nous égare dans un labyrinthe de murmures vers un 3e acte qui fera totalement sens tandis qu'il réunira les 2 précédents en un seul et unique acte final. Comme le docteur l'a dit, c'est le fruit de votre imagination. Je n'existe pas. Enfin, je ne peux que vous recommander le long métrage de Bigas Luna, un programme parfait pour les amateurs de frissons en tout genre. Angoisse est un petit tour de force, une expérience qui ne laissera personne indemne. Il est sorti en Blu-ray en France, alors foncez. Il est à présent temps de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de HAL236 de vous proposer sa carte blanche. J'ai fait partie de ces enfants qui ont été tenus à distance de l'horreur et du fantastique. Mes parents ont voulu me protéger de toute vision terrorisante, et c'est quelque chose que je peux comprendre. Cependant, et contre toute attente, ce sont eux qui m'ont ouvert sans le savoir la porte du fantastique. Un après-midi où je m'ennuyais, ma mère m'a pour une fois placé devant la télé pour regarder un film. Se fiant à la critique dithyrambique du Télérama posée sur la table du salon, elle me place devant Dark Crystal et puis s'en va. C'est une chose de découvrir un film traumatisant en cachette, c'en est une autre quand ce sont vos parents qui vous placent devant. Dark Crystal n'est certes pas un film d'horreur, mais il y a une scène qui m'a particulièrement marqué. C'est celle où la sorcière Ogra retire son globe oculaire de sa cavité d'origine pour s'en servir comme d'une petite caméra portative. C'est sans doute la première fois que j'ai vu un œil sortir de son orbite pour devenir un objet à part entière, avec son existence propre, devenant pour moi une source d'horreur et de fascination. À l'heure où j'écris ces lignes, je dois bien constater que l'œil est devenu pour moi un symbole structurel. Sans doute l'organe qui me fascine le plus, celui par lequel pour moi la fascination a commencé. Ce n'est pas tant l'œil en soi qui m'intéresse, mais tout ce qu'il symbolise. C'est par ce canal que l'image du monde nous arrive. C'est le portail qui fait entrer l'art dans notre cerveau et notre cœur. En essayant de comprendre pourquoi cet objet m'obsédait tant, je me suis rappelé de leur présence dans un grand nombre de scènes cultes qui ont marqué mon enfance. Je pense notamment à la soupe Dieu dans le temple maudit d'Indiana Jones, mais aussi à la scène des fortune cookies dans le téléfilm Ça. C'est sans doute par toutes ces apparitions qu'est né mon intérêt pour l'œil en tant qu'objet horrifique et symbolique. D'abord, nos yeux sont sans doute nos organes les plus fragiles. Ils sont en quelque sorte notre point faible. L'idée même qu'on puisse y toucher nous rebute. C'est donc en toute logique que le cinéma horrifique ne s'en est pas privé. Impossible de ne pas citer cette scène du chien andalou de Buñuel et Dali qui mêle poésie surréaliste et torture oculaire, ou de façon encore moins suggérée, l'horrible scène d'énucléation dans le zombie de Fulci. Mais l'organe en lui-même va prendre sa vie propre assez vite dans un grand nombre de fictions.
On a bien eu quelques mains autonomes et aussi un certain nombre de cerveaux, mais l'œil remporte la palme des déclinaisons fantastiques. Déjà, il suffit simplement de mettre un œil sur un objet pour qu'il prenne vie. On dit qu'il est la fenêtre de l'âme, et c'est sans doute pour cela qu'on les utilise si souvent pour permettre à des formes inattendues de s'incarner. L'œil donne en quelque sorte la vie. Depuis le lointain cyclope de la mythologie, on a compris que faire face à un œil plutôt que deux crée un sentiment particulier. L'œil seul, doté d'un canal unique, incarne autre chose que l'humanité d'un regard. Il devient une entité à part entière, souvent inhumaine, l'œil étant de surcroît un organe commun à un grand nombre de formes de vie. D'ailleurs, lorsqu'on le contemple, on a presque plus le sentiment de faire face à une intelligence plutôt qu'à un simple organe, car l'œil est relié à quelque chose. Seul, il ne sert à rien, il est un outil de captation d'informations pour une intelligence cachée. Il y a aussi quelque chose de menaçant dans sa présence, de l'ordre de la surveillance. Il symbolise en quelque sorte l'idée d'un totalitarisme de contrôle qui épie chacun de nos gestes. Mais l'œil est aussi la porte des mystères et du symbolisme. Depuis l'Égypte antique à l'œil qui voit tout, si cher aux sociétés secrètes, en passant par le mauvais œil ou le troisième. Pour ce qui est de donner une particularité faciale à un personnage, l'œil est idéal pour se différencier. Par sa forme, sa couleur, mais aussi par soustraction, ou bien par toute une variation d'alternatives, allant de l'œil de verre interchangeable à l'œil robotique ou augmenté. L'œil est un point central et souvent capital d'une caractérisation de personnage, et malgré sa fausse simplicité, il offre l'accès à toute une gamme de curiosités. Car en termes de créature, on peut tout faire avec un œil. Vous pouvez en faire une sorte de globe flottant et démoniaque, le mettre comme attribut d'une forme extraterrestre, lui créer simplement de petites jambes, ou bien les faire flotter au centre du cosmos, cela fonctionne à chaque fois. L'avantage avec un œil, c'est que vous pouvez en placer absolument où vous voulez, sur le torse, derrière la tête ou même au bout des doigts. S'il marche très bien en solo, l'œil est aussi très efficace en surnombre, que ce soit sur une créature ou bien dans un décor. Cet organe a l'avantage de faire beaucoup d'effets avec presque rien. Même sa forme est minimaliste, se résumant à un cercle posé sur une sphère. Pourtant, il suffit à lui seul à ouvrir à quiconque les portes de la vision et à lui permettre d'interagir avec le réel qui l'entoure. C'est sans doute pourquoi on le trouve aussi présent comme ennemi ou comme boss de niveau sur un nombre incalculable de jeux vidéo. On le retrouve partout et sur tous les supports, et ce depuis si longtemps que l'œil n'a plus besoin que de sa forme ronde pour qu'on l'identifie. Je pense au Palantir du Seigneur des Anneaux, mais aussi à la sphère de vision que se partagent les trois parcs du choc des titans. Peu de formes peuvent se targuer d'être aussi simples et pourtant si chargées de sens. L'œil est de ces symboles universels et archaïques qui continueront de vivre longtemps dans nos imaginaires, comme un témoin silencieux de notre passage ici. Merci beaucoup Alt236 pour cette carte blanche, je vous mets le lien de sa chaîne en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Cauchemardez bien mes petites ghouls.